Moi, je suis plutôt, je dirais, comme un explorateur qui cherche un nouveau pays caché dans la forêt, une civilisation qui a été oubliée. Ce qui m'intéresse, c'est la vie qu'il y a dans ces moments de l'histoire. Et la vie, ça veut dire la vie des hommes, les messages que nous pouvons apprendre de ces moments. C'est beaucoup de choses de ces époques passées que nous apportent une grande connaissance aussi de l'être humain et une leçon aussi pour apprendre aujourd'hui à voir les choses d'une autre manière. Vous jouez la musique vous dit quelque chose. Il y a quelque chose qui ne marche pas, vous ne savez pas quoi faire, et vous réfléchissez. Le jour après, vous reprenez ça et c'est peut-être ça. Cet ornement, ça veut dire et vous lisez un livre qui dit les violonistes jouaient l'archer à l'air. Archer à l'air, et vous faites ça. Et ça, vroom, et vous voyez que le son se libère. L'autre disait la troisième doigt, c'est l'arme de la musique. Et vous étiez là en train d'appuyer sur le crin. Et là, vous vous rendez compte qu'en appuyant sur le crin, vous faites des modulations très sensibles que vous ne pouvez pas faire avec le bois. Monsieur Saval, vous voilà de nouveau explorant l'univers sonore de Dimitri Cantemir d'Istanbul. Après ou avant d'autres voyages musicaux, comme dans le temps d'Erasme ou de la dynastie Borgia, c'est facile pour vous changer des histoires si rapidement? Ce sont des histoires que je prépare très très longtemps en avance. Et une fois qu'elles sont bien approfondies, on a besoin toujours d'un peu de temps pour s'adapter, mais font partie de soi-même. Donc c'est quelque chose qu'on porte de manière globale. Et c'est quelque chose que vous faites pendant vos tournées internationales, parce qu'une soir vous jouez ou chantez Cantemir, l'autre soir vous approfondez la musique française du XVIIe siècle, et c'est toujours comme ça, depuis des années. C'est toujours comme ça, et je le fais très consciemment aussi, même volontairement, parce qu'il n'y a rien de pire pour un musicien, pour un artiste, que la routine. Dans le fait de changer de sujet, ça implique toujours une stimulation. Ça oblige à réfléchir la mémoire, ça oblige à se situer de nouveau et ne pas s'appuyer sur la routine de ce qu'on a déjà fait hier et avant-hier. Chaque fois qu'on aborde même un programme qu'on a bien travaillé, comme ce sont des musiques dans lesquelles il y a beaucoup d'éléments d'improvisation, on est surpris toujours de voir, selon le contexte, selon la salle, selon l'ambiance, comment des choses se produisent qu'on n'avait pas imaginées. À propos de cette improvisation, vous donnez l'impression d'une liberté quasi totale quand vous faisiez cette musique, la musique ottomane, la musique de Cantemir ou la musique de cette période. Vous vous permettez proprement dit de jouer? Surtout, ce que je fais, c'est jouer. Parce que l'objectif final, après avoir fait des travaux de recherche, réfléchi, mis en place, répété, l'objectif final, c'est de laisser que la musique parle, et la musique par elle-même. Et la musique ne peut parler par elle-même que si on joue avec une liberté. Mais cette liberté implique aussi qu'il y a tout un travail de base. Donc ça veut dire qu'on est dans un langage qu'on maîtrise.
Et quand on maîtrise un langage, on peut avoir la liberté d'exprimer ce que la musique doit exprimer. C'est que vous avez commencé avec l'album Istanbul, vous avez continué avec le plus récent, la sublime porte-voix d'Istanbul. C'est quelque chose dans le destin de cet espace à la fois historique et mythique qui vous entraîne à l'explorer? Je pense que j'étais toujours fasciné par le fait de mes origines aussi, le fait que je suis originaire d'un pays aussi où la conjonction de cultures diverses a été très importante, que j'ai eu toujours une fascination pour ces lieux où aussi se produisent ces rencontres ou ces conflits. Et donc je pense que ça appartient à quelque chose de très naturel dans ce que nous faisons, de chercher, de découvrir aussi, parce que les idées qu'on a souvent, qu'on reçoit, sont fausses. Donc il n'y a rien de plus intéressant que se plonger dans une histoire d'une ville, dans un pays, et découvrir que ce qu'on imaginait est très différent de ce qui s'était passé. Vous avez descendu dans l'histoire d'Istanbul avec ces deux albums. Pensez de faire la musique de Constantinople aussi? Ça, c'est pas exclu, mais c'est pas pour demain, parce que ça, c'est aussi une histoire très longue, très riche, et il faut aussi, pour faire cela, compter beaucoup avec des éléments qu'aujourd'hui, peut-être, on ne peut pas toujours contrôler, mais c'est quelque chose de fascinant. Quelles sont les villes qui vous inspirent à découvrir leur passé musical? Il y en a beaucoup. Je dirais que peut-être la première que j'ai trouvée le plus fascinant, c'était Jérusalem. Mais à partir de Jérusalem, certainement, il y aurait des villes comme Alexandrie, par exemple, comme des villes comme Rome, Venise, des villes aussi, des villes qui étaient dans l'époque de transition, qui étaient des villes de Turquie, mais qui étaient des villes grecques et dans lesquelles il vivait beaucoup de gens, des juifs, beaucoup de gens de grecs et beaucoup de gens de différentes origines. Vous retournez au théâtre du lycée de Barcelone pour diriger Il Burbero di Buoncore. Ça fait quelques années que vous n'avez pas dirigé l'opéra. Ça fait quelques années que je n'ai pas dirigé des opéras en scénique. En scénique, oui. Mais je viens de diriger et de jouer
2 concerts et un enregistrement sur une opéra de Vivaldi, Il Tozone, qui vient de sortir en ce moment. Donc, diriger une opéra scéniquement, ça implique un mois et demi de travail, à part le travail de préparation. Et, avec le metteur en scène, avec c'est les ça, avec interprètes, tout, oui. et tout ça. Donc ça veut dire beaucoup de dédication. Et comme j'ai fait beaucoup de choses différentes, c'est pas facile de décider, voilà, je vais pendant un mois et demi, je vais refaire que l'opéra et laisser de côté toutes les autres choses. Donc, je l'ai fait à Barcelone, parce que je suis chez moi, mais je ne le fais pas volontiers dans des autres villes, parce que ça veut dire un sacrifice aussi de temps et vis-à-vis aussi de tous les musiciens avec lesquels je travaille et qui comptent sur moi pour aussi faire des projets. À quel opéra rêvez-vous pour le futur? Aucune. Non, je travaille sur... c'est-à-dire aucune immédiatement, mais je travaille pour le futur. Je me réfère à Alcyon de Maramaré. Et je travaille aussi sur le Ritorno d'Ulysses in Patria di Monteverdi. Mais c'est pas pour demain. Hein. Est-ce que vous essayez aussi la mise en scène, parce que pour ce concert de ce soir à Bucarest, vous jouez, mais c'est aussi à vous qu'on doit la direction artistique, disons. La mise en scène, c'est quelque chose de vraiment tout à fait particulier. Je ne pense pas que ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Quand je travaille avec une metteur en scène, je m'implique beaucoup aussi. Et je pense que c'est très important de trouver des éléments qui découlent de la musique. Donc j'essaie toujours de défendre la relation entre le geste et la musique. Mais de là à faire soi-même la mise en scène, je l'ai fait d'une certaine manière quand j'ai fait des grands projets comme Jérusalem, comme le Borgia, le Qatar. Là, il y a une mise en scène de concert. Mais c'est une mise en scène musicale dans laquelle il y a des mouvements, il y a des entrées, il y a des sorties, il y a des effets de lumière, des choses comme ça. Mais ce n'est pas la gestique théâtrale qui implique une opéra dans laquelle un acteur, il faut qu'il joue le rôle du personnage. La vraie